Bonjour à tous et bienvenue sur cette fameuse première vidéo de la Tech Old School dont je vous ai parlé. J'ai nommé comment fonctionne un tube cathodique. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas forcément cette technologie qui date quand même de 1923 avec le kinéscope. Ou bien peut-être que vous l'avez seulement vu dans des dessins animés, films ou même chez vos grands-parents, qui sait. En tout cas, je pense pouvoir affirmer faire partie de la dernière génération ayant utilisé cette technologie au quotidien. Car oui, nous les 2000, nous avons eu les télé old school pendant un bon moment et nous les avons vus disparaître au profit des écrans plats. Bien pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir qu'une télévision de ce style est très épaisse et très lourde. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce n'est pas forcément le même écran plat qu'on réutilise depuis des années avec 3 tonnes d'électronique complexe derrière qu'on aurait fini par réduire au fil du temps pour obtenir votre superbe télé LG 4K qui traîne en ce moment même au milieu de votre salon. Non, les écrans plats et les tubes cathodiques restent tout de même très différents. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on dit tube cathodique? Eh bien, c'est en faisant référence à l'intérieur même de cette télévision. Elle est composée principalement d'un énorme tube à vide, et oui, il y a bien du vide dedans, c'est pas juste du gaz ou je sais pas quoi, ce que vous pouvez lire sur les forums. Le fait est que ce tube est sous vide, il peut donc imploser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe autour du tube une ceinture métallique qui, à l'instar de fixer le tube au châssis, permet aussi de contenir l'implosion, dans le cas où celle-ci se produirait. Cela reste du verre, même sur les parties recouvertes de graphite, donc faites très attention lors des manipulations. En très simplifié, voyez ce tube comme une gigantesque ampoule qu'on aurait aplatie sur le dessus. Sauf que le filament n'envoie pas vraiment de lumière, et c'est là qu'est toute la subtilité. Il y a bien ce qui pourrait s'apparenter à un filament au fond de ce tube, ou plutôt pas vraiment au fond mais dans le culot du tube. Filament qui, avec d'autres petites électroniques complexes contenues dans ce culot, on en reparlera plus tard, forme le canon à électrons. Le canon à électrons, comme son nom l'indique, va générer des électrons, notamment en chauffant un filament, qui est d'ailleurs dans le même style que celui que vous pouvez trouver dans vos ampoules. Ce filament est donc entouré du cylindre de Wenelt, et ça c'est très important pour la suite, puisque ce petit cylindre a les propriétés d'être chargé négativement, tout comme les électrons. Et oui, vous le voyez venir, le petit filament contenu dans ce cylindre va par émission thermoionique, ce qui est l'émission d'électrons par la chaleur, émettre des électrons qui sont chargés négativement, ce qui est le principe de base d'un électron. Vous le savez aussi, mais deux pôles opposés sur des aimants se repoussent. Et bien ça va être exactement la même chose avec notre canon à électrons. Les électrons produits par le filament vont être repoussés par le cylindre qu'on appellera ici G1, car on le rappelle, lui aussi il est chargé négativement. Vous le voyez depuis tout à l'heure sur le schéma, mais il y a un trou au-dessus de G1, et c'est ce trou qui va permettre la sortie des électrons. Sauf que des électrons qui sont juste générés comme ça dans le vent, ça servira pas à grand chose. Alors les ingénieurs ont décidé de placer juste après la sortie de G1 une anode, qu'on appellera ici G2, logique, et qui, comme son nom l'indique, a une charge positive, et va donc cette fois attirer les électrons vers elle. Le potentiel électrique entre G1 et G2 doit être énorme pour pouvoir permettre d'accélérer suffisamment les électrons. C'est pour ça qu'on trouve généralement la tension qui alimente G2 avoisinant les 600 volts. Ah, et bien sûr, pour faire varier le flux d'électrons, on verra plus tard pourquoi on voudrait faire ça, il suffit de faire en sorte que G1 accélère plus ou moins les électrons. Et à ce stade de la vidéo, je me dois aussi de préciser qu'il n'y a aucune émission de lumière au niveau du canon à électrons. Mis à part peut-être les filaments qui chauffent un peu, aucune lumière n'est envoyée dans le tube, seulement des électrons. Ah, et je dois aussi vous dire que le G que je place devant tous les éléments du canon électron n'est pas là par hasard. Car en effet, les éléments dans le canon électron sont appelés les grilles. Je vous dis ça maintenant parce qu'il y a encore G3 et G4 à passer avant d'envoyer le faisceau d'électrons dans le tube. Notez que ces derniers sont ici pour focaliser les électrons et nous laisser un faisceau super clean. Nous arrivons donc à la sortie de notre canon à électrons. Avec à l'arrivée un faisceau tout beau, tout propre, parfait. Ah, et je vous ai un petit peu menti aussi depuis le début de cette vidéo. En réalité, ce principe s'applique uniquement aux téléviseurs monochromes, ou noir et blanc si vous préférez. Dans les tubes couleurs, donc normalement ceux que vous connaissez le plus, on trouve 3 canons à électrons. Les 3 sont renfermés dans le même culot du tube. Bien sûr, on va pas créer un culot pour chaque canon. Chaque canon va donc servir au rouge, au vert et au bleu. Notez que les électrons ne sont jamais colorisés, ce n'est pas de la lumière. D'ailleurs, ces 3 couleurs, vous devez sûrement le savoir, ce sont les 3 couleurs primaires, donc elles nous permettront plus tard de reconstituer toutes les nuances de couleurs possibles. Bon alors, et notre flux d'électrons, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, la réponse est presque déjà toute trouvée. Il ne manque plus qu'à envoyer ces électrons sur l'écran lui-même, vous savez, la face aplatie de l'ampoule. Petit souci cependant, les électrons se désorganisent très vite. Alors pour pallier au problème, il faudrait une sorte de grille de focalisation géante. Eh bien oui, vous avez vu juste, le tube lui-même devient une grille d'accélération géante. L'intérieur de celui-ci est donc ramené au potentiel de 1000 volts pour les plus petits téléviseurs portables et allant jusqu'à 25-30 000 volts pour les plus gros téléviseurs. Et oui, c'est donc là que je vais amener la mise en garde très haute tension. Car comme je le dis toujours, faites très attention avec la haute tension. Car en effet, avec l'énergie accumulée dans le dispositif, vous pourrez transmettre l'équivalent du secteur à travers 20 cm d'air.
Et autant vous dire que le courant n'aura aucun mal à traverser n'importe quelle partie de votre corps, aussi résistante soit-elle. Donc s'il vous plaît, si vous avez prochainement projet d'opérer sur ce genre de téléviseur, vous devrez impérativement éteindre votre télévision, ça va de soi, et décharger le tube, qui se comporte alors comme un immense condensateur et qui est prêt à vous relâcher la tension dans vos petits doigts. Et même si les tubes les plus récents peuvent être équipés d'un système qui les décharge automatiquement au bout de 15 minutes, je vous conseille très fortement de décharger le tube avec un tournevis isolé relié à la masse en le passant sous la tétine, qui est d'ailleurs là pour vous protéger vous et le tube. Cette tétine ou cette ventouse, vous appelez ça comme vous voulez, est directement reliée au transformateur THT, ou très haute tension. Transformateur qui va envoyer la tension nécessaire au tube, mais aussi d'autres tensions très importantes, comme celle des grilles d'accélération que l'on a vu un petit peu plus tôt. Donc je le répète une dernière fois, mais faites attention, ça peut être vraiment dangereux pour vous, et plus généralement si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec cette technologie, je vous conseillerais d'effectuer un démontage ou une réparation avec l'un de vos proches qui pourra intervenir en cas de besoin. Autant assurer vos arrières là-dessus. Ok, c'est super, on a donc notre flux d'électrons qui est attiré contre l'écran. Mais il serait peut-être temps de le transformer en lumière, non? Pour ça, nous allons le faire passer par un masque. Masque composé de centaines de milliers de petits trous, dans le cas d'un tube classique, ou composé de plein de petits fils alignés verticalement, dans le cas de tubes trinitron. Dans le cas d'un tube classique, le flux est filtré par les trous du masque, et les couleurs non utilisées s'échouent à côté des trous. Quant au cas des tubes trinitron, les fils tendus créeront un champ magnétique grâce à un courant qui les traverse, ce qui à nouveau filtrera le flux et ne laissera passer que les électrons qui serviront à afficher la couleur souhaitée. Oups, petite erreur de ma part. En réalité, le flux d'électrons dont on ne veut pas ne va pas s'échouer à côté des trous du masque, mais simplement la cathode de cette couleur sera désactivée pour ne laisser passer que les couleurs souhaitées. Juste après ça, nous allons trouver une couche de phosphore électroluminescente qui, comme vous vous en doutez, va transformer les électrons en lumière. Enfin, transformer est un bien grand mot, cette couche va surtout convertir l'énergie des électrons en photons. Ça, c'est de la vraie lumière cette fois. Super, on a un flux d'électrons qui produit de la lumière. Ah, oui, j'ai oublié de vous dire, du coup, ça fait comme un laser, vu que c'est un flux d'électrons. Donc, sur une surface qui le transforme en lumière, nous aurons juste un petit point, ce qu'on appelle un spot. Sauf que nous, on veut pas un simple petit point qui clignote, on veut juste un point qui parcourt tout l'écran très rapidement pour exploiter la persistance rétinienne. Ah, et pour vous rappeler brièvement le principe de la persistance rétinienne, c'est tout simplement que vos yeux sont des capteurs de lumière, et non d'obscurité. Et l'image que vous verrez à travers vos yeux va persister un petit peu sur votre rétine. Et vous vous souvenez sûrement que les électrons ont une charge négative et qu'on peut donc les manipuler avec des électroaimants. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire ici. Juste après la sortie du canon à électrons se trouvent des bobines de déflexion. Ces deux bobines sont parcourues par un fort courant aux caractéristiques très spécifiques générées par la circuiterie de la télévision. Ces bobines vont donc déplacer le spot généré par le canon à électrons de gauche à droite et de haut en bas sur votre écran. Tout cela à une vitesse qui est quand même folle. Pour tout vous dire, voici ce que ça donne avec ma caméra slow motion qui fait du 1000 fps, donc qui fait un ralenti x40. C'est pas mal, en effet. Et voici ce que ça donne en extrême slow motion. On y voit clairement le faisceau se balader sur l'écran en traçant des lignes, et surtout nous voyons bien le phosphore qui fait un petit peu persister les couleurs sur l'écran. Et voilà, en ramenant tout ceci à vitesse réelle, vous voyez, en Europe bien sûr, 25 images par seconde dessinées par ce petit faisceau. Ah, et je suis sûr que vous posez la question, mais est-ce que vous savez pourquoi ceci ? Oui, ceux qui n'ont pas une oreille jeune ne doivent pas comprendre. En effet, depuis tout à l'heure, je vous envoie dans les oreilles un sifflement très aigu, que seuls les jeunes peuvent percevoir. C'est en fait le résultat de la vibration des bobines de déflexion. Et oui, la bobine qui s'occupe de la déviation horizontale doit tracer 625 lignes sur les télés européennes, 25 fois par seconde, ce qui nous donne 15 625 Hz, qui est la fréquence de cet horrible sifflement. Et oui, c'est de là d'où ça vient. Donc si vous n'avez rien entendu, c'est que votre oreille n'entend probablement pas au-delà de 15 625 Hz, même probablement moins. Ou alors c'est que le support sur lequel vous regardez cette vidéo est pourri, mais ça c'est un autre problème. Enfin, je ne vous ai pas parlé du signal de blinking, qui permet de dire au canon à électrons de ne plus envoyer d'électrons pour faire un retour à la ligne. Je ne vous ai pas parlé du marquage de l'écran, de l'électricité statique produite par le bombardement des électrons sur la surface du tube, de la durée de vie de celui-ci, des textes, des réglages des grilles pour corriger la qualité de l'image, mais je pense que j'ai quand même déjà bien fait le tour. Et je pense surtout que vous pouvez maintenant affirmer que vous savez en gros comment fonctionne un tube cathodique. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo sur le sujet, j'espère beaucoup qu'elle vous aura plu. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller regarder cette vidéo que je vous ai mise en description. Oh putain, c'est une fin de tournage. Oh, le bêtisier, c'est dans l'affiche. Allez le voir.